Docteur Allos, à vous la parole. Dans toutes ces situations, comme je le disais, l'échographie potentiellement ne sera pas suffisante et donc on aura un partiel du scanner et de l'IRM cardiaque. Donc, cette étude de 2008 a bien montré que dans environ un quart des cas, on avait une discordance entre les gradients et la Vmax transvalvulaire aortique et la surface calculée. Donc, dans ces cas-là, on peut avoir un intérêt du scanner. C'est les situations de bas débit, bas gradient, qui soient classiques avec une FEVG altérée et un débit altéré également. Et puis, le bas débit, bas gradient paradoxal avec une FEVG qui va être préservée. Donc, les situations principalement souvent de phase d'un âge avec une petite cavité ventriculaire à gauche et des parois très épaisses avec un volume d'éjection systolique qui sera bas à moins de 35 ml/carré. Donc, le scanner cardiaque, est-ce qu'il peut être utile? Principalement, pour commencer, pour la mesure du diamètre sous-aortique. Donc, on va prendre donc le diamètre moyen. Je rappelle que l'anneau aortique, c'est une structure qui est virtuelle, formée par le nadir des trois cuspes aortiques. Et donc, il peut être mesuré de plusieurs façons, mais de la façon probablement la plus fiable par scanner. Donc, comme cet exemple ici, de façon semi-automatisée, où on va repérer donc la forme ovalaire de l'anneau aortique, avec ici d'ailleurs des calcifications qui font protrusion dans la chambre de chasse. Et donc, on aura trois paramètres d'évaluation: la surface après planimétrie, le périmètre de l'anneau et également donc le grand diamètre, le petit qui est habituellement évalué donc par échographie. Et donc ces mesures, alors c'est surtout la surface en fait qui va nous être nécessaire pour calculer le diamètre moyen. Ce diamètre moyen ensuite peut être intégré au sein de l'équation de continuité en remplaçant le diamètre qui est mesuré habituellement par échographie pour calculer une surface en fait qui va être hybride avec la mesure en scanner, donc en systole de cet anneau aortique, et donc obtenir une mesure de la surface valvulaire à la fois avec des paramètres échographiques et d'autres scanographiques. Il faut savoir que la différence par rapport avec la surface calculée uniquement en échographie est qu'elle sera toujours un petit peu plus grande, étant donné que le diamètre est toujours aussi supérieur à celui qui est pris en échographie, étant donné qu'en échographie, on mesure que le petit diamètre d'un anneau qui est ovalaire. Mais cette mesure est fiable, ça a été démontré dans plusieurs publications. On peut également mesurer la surface valvulaire par planimétrie, que ce soit par scanner ou par IRM. Alors en scanner, on sera quand même moins gêné qu'en échographie par les calcifications, même si le blooming du calcaire peut être gênant dans certains cas. En tout cas, les mesures ont été validées contre échographie par voie transthoracique et par voie transœsophagienne, avec le R qui est très proche de 1, donc qui montre bien que ces mesures sont fiables. Évidemment, quand on a affaire à des patients qui sont très calcifiés, on n'aura pas une fiabilité aussi importante. On peut également déterminer le nombre de cuspes. Donc, par exemple, ici, on aura une valve bicuspide qu'on n'aurait pas forcément pu, dans tous les cas, voir en échographie. En IRM, c'est le même principe, mais on est encore moins gêné qu'en scanner par les calcifications. Donc, on peut voir ici une belle bicuspidie, donc type 1 LR, avec la visualisation à la fois du rafé et des deux commissures. Ici, une valve tricuspide, et donc de façon plus fiable finalement qu'en scanner, on pourra faire la planimétrie. On peut également, de la même façon qu'on peut quantifier une insuffisance aortique en IRM avec un encodage de flux, on peut en fait visualiser. On peut avoir un encodage donc des vitesses et donc avoir, en mettant notre volume d'échantillonnage au niveau de juste en aval de la chambre de chasse, donc au-dessus des feuillets aortiques, on peut mesurer la vitesse du flux entrant aortique et donc arriver à obtenir des mesures hémodynamiques de façon totalement non invasive également. Ça a été corrélé également à l'échographie cardiaque avec vraiment une bonne fiabilité de ces mesures. Donc, quand on regarde les recommandations internationales européennes sur le rôle, la place du scanner en fait dans l'évaluation d'une sténose aortique, eh bien, on a principalement une application en dehors de tous les cas où l'échographie peut être prise en défaut à cause d'un manque d'échogénicité ou des calcifications. Eh bien, on a les situations dont je parlais de bas débit, bas gradient, qui soient classique ici ou paradoxal. Le bas débit bas gradient classique va nécessiter d'abord une échographie cardiaque, encore une fois, sous dobutamine, mais elle ne pourra pas répondre à toutes les questions s'il n'y a pas de réserve principalement. Et le bas débit bas gradient paradoxal, où on va avoir besoin du scanner cardiaque avec l'établissement d'un score calcique. Alors, évidemment, c'est un paramètre parmi d'autres, mais c'est l'un de ceux qui me semble le plus intéressant et le plus facilement réalisable. Donc, en scanner, on aura les calcifications qui sont donc évaluées par une densité importante à plus de 130 unités Hounsfield et une surface à plus d'1 mm².
On va pouvoir les mesurer du début à la fin en évitant évidemment de prendre les calcifications valvulaires mitrales, annulaires mitrales, les calcifications coronaires et les calcifications de la paroi aortique. Une fois qu'on a pu faire cette évaluation de façon satisfaisante en évitant les pièges, eh bien, on va pouvoir avoir une bonne reproductibilité entre les différents opérateurs et donc des valeurs qui sont en tout cas relativement fiables et qui sont corrélées à l'histologie. Donc, plus la charge calcaire histologiquement est importante au niveau des valves, plus on aura un score calcique élevé. Plus on aura un score calcique élevé, ça a été également bien démontré, plus on aura un niveau de sévérité hémodynamique de la sténose aortique important, avec une petite réserve qui est la différence entre les hommes et les femmes. Alors pourquoi c'est important dans le cadre des RAC Baddeley bas gradient? Eh bien parce qu'on s'est aperçu que chez les RAC Baddeley bas gradient, environ 50% de ces patients en fait n'avaient pas de calcification sévère, en tout cas avec les cutoffs qui ont été retenus dans les différentes études. Et étant donné que c'est une situation qui concerne près d'un quart des patients qui sont évalués, même avec l'échographie bien conduite, eh bien on se rend compte que potentiellement, si on ne va pas jusqu'au bout de l'évaluation qui comprend l'évaluation par imagerie multimodale et notamment par scanner, eh bien on peut adresser des patients pour un remplacement valvulaire aortique par voie chirurgicale ou percutanée, alors que finalement, en fait, la valve n'était pas serrée ou inversement. Je parlais tout à l'heure des différences de sexe. Eh bien, physiopathologiquement, il y a proportionnellement un petit peu plus de fibrose que chez l'homme. Et donc, le score calcique, tout naturellement, sera moins important. En tout cas, le seuil pour parler de valve, enfin de RAC serré, sera moins important chez la femme que chez l'homme. Donc, ça a été bien déterminé dans plusieurs études de l'équipe canadienne. Et le seuil actuellement retenu pour parler en faveur d'une sténose aortique serrée sera de plus de 2000, ce sont des unités internationales, et plus de 1200 chez la femme. Alors, si on veut avoir une valeur prédictive à plus de 95%, valeur prédictive positive, il faut passer un seuil de 3000 pour l'homme et plus de 1600 pour la femme. Et à l'opposé, si on veut être à peu près sûr d'exclure une sténose aortique sévère, eh bien, si on a un score calcique à moins de 1600 ou à moins de 800 chez la femme, on pourra avoir un argument supplémentaire. Alors, vous voyez dans les recommandations européennes, le score calcique, c'est un des critères qui peut permettre d'orienter vers une sténose sévère ou non, mais ce n'est pas la seule. En tout cas, c'est l'une de celles qui me paraît le plus robuste et la plus facilement réalisable et la plus reproductible. Est-ce que ces recommandations sont vraiment ne peuvent pas être prises en défaut? Évidemment non. Principalement chez les patients bicuspides, chez les patients jeunes et chez les patients radiques, qui auront en fait un mécanisme de fibrose qui va participer à la dégénérescence de la valve, qui va être vraiment important. Et donc on n'aura pas forcément énormément de calcification, même si elle s'y associe la plupart du temps, mais on n'aura pas forcément le seuil atteint. Et pour autant, la sténose pourra être immédiatement significative. Donc il ne faut pas se reposer que sur ça dans certaines situations, évidemment. On va maintenant parler des conséquences en fait, de la sténose aortique sur le myocarde. Donc, les modifications myocardiques qui surviennent au cours de l'évolution d'une sténose aortique, elles sont multiples. On va avoir donc une élévation de la post-charge qui va induire des mécanismes de stress oxydatif, d'ischémie myocardique microvasculaire. On va avoir une infiltration de myofibroblastes et une différenciation de ces fibroblastes. Et puis une expansion de la matrice extracellulaire, c'est-à-dire que les fibroblastes vont produire du collagène et ce collagène va participer à l'épaississement du muscle cardiaque au même titre que l'hypertrophie des cellules myocardiques. Donc on va avoir un double mécanisme qui va encore augmenter ce mécanisme de stress au niveau des parois et va former évidemment une dysfonction diastolique et qui plus tard pourra éventuellement mener à une dysfonction systolique dans le pire des cas. Donc on aura cette fibrose qui est en fait constituée donc de collagène principalement, et cette fibrose va être d'abord diffuse, donc interstitielle. Donc on a certains moyens en IRM de l'imager, et puis ensuite de la fibrose de remplacement. Une fois que les myocardes sont morts, ils sont remplacés par des fibroblastes et par du collagène. Donc tout ça, c'est un continuum, et on va avoir en fait de plus en plus d'épisodes évidemment d'événements cardiovasculaires au fur et à mesure qu'on pourra détecter ces anomalies au niveau de la paroi myocardique. Tout ça ne peut être fait de façon fiable que par l'IRM, même si bien sûr le strain est aussi un outil qui est très performant, mais pas au même titre que l'IRM. Donc simplement pour vous reparler des deux différents types de fibrose myocardique qui sont présents tous les deux dans le cadre de la sténose aortique, selon l'évolution. Donc la fibrose interstitielle avec la production
de collagène par les fibroblastes activés, qui va être de façon assez diffuse présente au niveau du myocarde, dans l'espace extracellulaire, et qui va pouvoir être imagé par l'imagerie paramétrique, donc le T1 mapping, qui va permettre d'évaluer en fait le volume extracellulaire, c'est-à-dire la part on va dire de matrices notamment, et de cellules extra-myocardiques dans la paroi du myocarde. Ce volume extracellulaire, il est de l'ordre de 23 à 25% chez le patient, enfin chez le sujet sain, et il sera augmenté et ce sera corrélé à la survie chez les patients qui ont une sténose aortique sévère. L'autre type de fibrose, c'est la fibrose de remplacement, qui va, elle, pouvoir être imagée par le rehaussement tardif après injection de gadolinium, où en fait on va avoir de la mort cellulaire, de la mort myocardique, qui va être remplacée donc par des fibroblastes qui vont, eux, se mettre à produire du collagène. Et donc on aura cette image-là. Donc chez ce patient qui a été imagé dans le cadre du protocole AS Intervention, on va avoir en fait des dépôts de gadolinium qui sont persistants et qui marquent en fait bien l'expansion du volume extracellulaire en intramyocardique sur un muscle qui est épaissi, qui est remodelé au moins de façon concentrique. Et donc on se rend bien compte qu'en fait la sténose aortique, en tout cas dans certains cas et dans beaucoup de cas finalement, surtout quand on les prend tard, va finir en fait par se développer comme étant une maladie diffuse du muscle cardiaque et qui va mener en fait potentiellement à un pronostic sévère, même malgré une intervention, qu'elle soit type chirurgicale ou percutanée de remplacement valvulaire aortique. Donc cette fibrose en IRM a été bien corrélée à la fibrose histologique dans différentes études et pas forcément très récentes, mais en tout cas ce sont des données robustes et en fait qui se sont avérées être aussi corrélées avec le pronostic à long terme. Et donc chez les patients même traités par remplacement valvulaire, eh bien selon le pourcentage de fibrocardie qui existait déjà avant intervention, on pouvait suivre à long terme ces patients et se rendre compte que plus le degré de fibrose myocardique était important, plus la fibrose était diffuse chez les patients, plus leur survie à long terme et avec une mortalité de cause était importante. Enfin, moins la survie était importante. Et donc, on avait bien en analyse multivariée la fibrose myocardique, qu'elle soit histologique ou désignée par l'IRM, eh bien, c'était un facteur aussi péjoratif, alors que dans cette étude, en tout cas de 2010, la FEVG n'était pas forcément. Une dernière technique qui peut être donc utilisée, j'en ai parlé, c'est le T1 mapping. C'est un paramètre physique, donc c'est un temps de relaxation longitudinale qui est associé en fait à chaque voxel qu'on peut imager sur le myocarde. Et donc en fait, chacun est associé à un temps, en millisecondes, qui est représenté sur cet œil de bœuf. Et donc, on peut voir que ici, chez ce patient qui avait un RAC serré et pas d'autres cardiopathies, comme par exemple une amylose cardiaque, eh bien, on avait un temps qui était augmenté, le T1. Plus il est augmenté, plus il peut signer la présence d'une anomalie au niveau du muscle cardiaque. Cette anomalie peut être de l'œdème, ça peut être de la fibrose, ça peut être des dépôts amyloïdes. Chez ce patient qui avait une amylose cardiaque a priori, c'était uniquement dû à des dépôts de collagène. Et ces dépôts de collagène sont malheureusement corrélés avec un pronostic plus péjoratif à long terme. Donc, comme le rehaussement tardif, qui est signe d'une fibrose de remplacement, donc qui est visible macroscopiquement, eh bien le T1, dans le cadre de la sténose aortique, peut aussi révéler de la fibrose myocardique, mais qui, elle, ne sera pas visible forcément sur les imageries de rehaussement tardif. Donc, ce sera uniquement grâce à cette cartographie qu'on pourra visualiser la potentiellement charge en collagène du myocarde et donc pouvoir estimer la sévérité des dégâts myocardiques qui ont déjà été qui sont déjà impliqués par la sténose aortique. Donc ici, dans le groupe des patients qui avaient bénéficié d'un remplacement valvulaire aortique, eh bien, ceux qui avaient le T1 le plus élevé avaient également le plus d'événements post-opératoires malgré leur remplacement valvulaire. Donc, si je devais vous donner juste quelques messages à retenir, c'est que le scanner de valve aortique et l'IRM cardiaque peuvent être utiles quand l'échographie cardiaque n'est pas suffisante pour déterminer la sévérité d'une sténose aortique. Et c'est une situation qui n'est pas si rare que ça, malgré des bons échographistes, des bonnes machines et l'utilisation de toutes les techniques possibles en échographie, principalement chez les patients peu échogènes et ceux qui ont un bas débit, bas gradient. Donc, parmi ces outils-là, le scanner cardiaque non injecté avec l'établissement du score calcique est probablement le plus reproductible, facile à réaliser et fiable des différents critères d'imagerie
en imagerie de couple, avec des seuils qui sont assez bien établis et qui, même s'ils ne permettent pas de classer avec certitude le degré de sténose, sont vraiment des outils quand même fiables, et plus le score va être élevé, plus ce sera fiable. L'IRM également est un outil qui est de plus en plus utilisé, de plus en plus étudié en recherche clinique pour estimer en fait les dommages myocardiques qui ont déjà été impliqués par la sténose et qui vont pouvoir permettre de prédire à long terme le pronostic de ces patients en mortalité toute cause comme un événement cardiovasculaire. Et on peut imaginer qu'à long terme, chez un patient asymptomatique qui n'a pas de critères opératoires, le fait de réaliser une IRM cardiaque et de déjà déterminer un certain degré d'infiltration par du collagène et de dommages myocardiques peut éventuellement faire adresser plus rapidement qu'un autre ce patient pour un remplacement de valve. Donc au total, oui, l'imagerie multimodalité peut être vraiment nécessaire pour évaluer une sténose aortique chez certains patients quand l'échographie cardiaque ne sera pas suffisante. Je vous remercie.